Maré. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette session sur Java EE7. Mon nom est David Delabassé, je travaille chez Oracle dans l'équipe Glassfish et Java EE, équipe qui est principalement basée aux États-Unis, mais personnellement je suis basé en Belgique. À mes heures perdues, je fais aussi partie du steering committee de Devoxx Belgique, et ce depuis le début, donc depuis l'époque Javapolis. Je travaille chez Oracle, donc je me dois de commencer ma présentation avec ce slide qui dit qu'en gros, tout ce qui concerne les caractéristiques des produits, les roadmaps de produits à venir dont je serai amené à parler vont changer. Pourrait changer, pardon. Ceci étant dit, aujourd'hui je ne vais parler que de Java EE7. Java EE7, il faut garder à l'esprit que c'est un standard qui est défini au sein du Java Community Process. Donc tout ce qui est dans Java EE7 est défini au travers du GCP. Donc le slide n'est pas vraiment applicable dans ce cas-ci. Brièvement, la version actuelle de Java EE6, a été lancée en fin 2009, donc il y a 3 ans et demi. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, elle est très populaire, elle a été largement adoptée. Il suffit de regarder sur le marché, tous les application servers dignes de ce nom sont maintenant sur Java EE6. Bon, je ne vais pas m'étendre sur Java EE6 parce que le but de la conférence est vraiment de parler du futur, donc Java EE7. Maintenant, Java EE7, on parle du futur, mais d'un futur à très court terme. La spécification est quasiment finalisée. Elle devrait l'être et approuvée d'ici fin avril. Donc c'est vraiment une histoire de semaines. Quel est le focus de Java EE7 ? Dans un premier temps, Java EE7 se veut d'améliorer la productivité des développeurs. C'est un effort qui a été démarré en Java EE5, Ease of Development, ce thème-là. Donc l'idée est qu'il y a moyen de faire des choses dans la plateforme pour que les développeurs puissent beaucoup plus facilement écrire du code Java EE. On utilise différentes techniques, annotation par exemple. On fait aussi un changement de responsabilité le développeur a moins à faire et on va en demander plus à l'application server. Par exemple, en utilisant CDI, ce genre de choses-là. Amélioration de tout ce qui est gestion de défauts. Par défaut, si on veut un comportement standard, on ne doit pas configurer les choses. Par contre, si on veut un comportement beaucoup plus spécifique, à ce moment-là, on doit commencer à configurer les choses, etc. Ceci étant dit, la simplification de Java EE n'est pas la seule chose qu'on veut faire dans Java EE7. On veut aussi rajouter des nouvelles fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, il y a, et ça c'est le marché qui le demande, c'est l'adoption de HTML5. Si on regarde aujourd'hui, tout le marché, que ce soit le marché Java, mais aussi les autres technologies, tout le marché IT va vers HTML5. Donc Java EE se doit d'aller vers HTML5. Donc on verra que dans Java EE7, on va notamment avoir le support par exemple de WebSocket. L'HTML qui est généré par Java Server Faces sera beaucoup plus orienté HTML5, etc. Ce slide reprend le contenu du JSR 342. Donc le JSR 342, c'est le contenu parapluie qui définit Java EE7. C'est la spécification de Java EE7 qui fait référence à un ensemble d'autres spécifications. Donc en gros, ceci est ce qu'on aura dans Java EE7. Si on regarde, on a en gris les technologies qui sont déjà dans Java EE, mais ces technologies-là vont subir une révision. Dans certains cas, c'est une révision relativement minime, donc petites améliorations, etc. Dans d'autres cas, les améliorations apportées sont plus importantes. Ensuite, on a en orange 3 technologies, JAX-RS, Expression Language et JMS, qui, dans Java EE7, ont subi vraiment un remaniement en profondeur. Et enfin, sur la droite du slide, en vert, ce sont 4 nouvelles technologies qui sont introduites dans la plateforme Java EE. Donc on a Concurrency Utilities, Batch Application, le support JSON et le support WebSocket. Maintenant, ce que je vais essayer de faire dans les 50 minutes dont je dispose, c'est de vous donner un aperçu de certaines de ces nouvelles API pour vous donner un sens, comment on les utilise, qu'est-ce qu'elles apportent. Je vais aussi discuter un petit peu de certaines API qui ont été juste améliorées pour voir quels sont les changements. Clairement, je n'ai pas le temps d'aller en détail sur toutes les API. En gros, il faudrait compter 1 heure par chaque bloc qu'on avait sur le slide précédent pour juste donner un aperçu de ces API en détail.
La première API, Java API for JSON Processing, permet de faire du traitement JSON. Donc par traitement, on entend parser du JSON et générer du JSON. Je suppose que tout le monde est familier avec JSON, donc JavaScript Object Notation, une représentation très légère qu'on oppose souvent à l'XML. JSON est très simple en fait, c'est l'avantage. En JSON, on a deux types de structures, des objets et des arrays. Et si on regarde, en gros, dès qu'on a un service REST, dès qu'on a un service sur le web, il utilise JSON par défaut. Et très rarement, c'est de l'XML derrière. Maintenant, JSON en Java n'est pas quelque chose de nouveau. On fait ça depuis des années. Il existe différentes API. Ce qu'on fait ici, c'est on standardise la manière de faire du JSON en Java. Donc, si on est amené à écrire une application sur Java i7, cette application d'utiliser du JSON, on est certain que sur l'implémentation A, sur l'implémentation B, sur l'implémentation C, tout se fera. La façon dont on fera du JSON sera commune. Pourquoi? Parce que c'est standardisé. Ici, on parle vraiment de processing, de parsing et de génération de JSON. On ne fait pas du binding. Donc, la transformation de objet JSON en objet pur Java n'est pas encore assurée par l'API. C'est quelque chose qui va arriver dans une révision de cette API. Donc l'API est divisée en deux. On a une couche de bas niveau, l'API de streaming, et on a une API de plus haut niveau, basée sur un modèle objet qui repose sur cette API. L'avantage de l'API streaming, c'est qu'elle est super efficace. Donc si on est amené à traiter des objets JSON très larges, on utilisera typiquement celle-là. Comment ça se passe? Elle est similaire en fait à l'API Stacks, qui permet de faire du parsing XML. Donc en gros, on a un parseur et ce parseur va nous envoyer un tas d'events. Événements qu'on devra traiter. Un exemple d'objet JSON représentant un utilisateur, donc nom, prénom, âge. Ici, on a un array avec deux types de numéros de téléphone. Donc quel genre d'événement on peut avoir? Il n'y en a pas énormément en fait. Début d'un objet. JSON travaille toujours sur la notion de key value, donc on a chaque fois des paires clés-valeurs. Donc ici j'ai une clé, là j'ai une valeur et c'est une string. Autre type d'événement, je pourrais avoir une valeur mais en nombre. Autre type d'événement, j'ai une array qui commence, une array qui se termine, un objet qui pourrait se terminer. Et il y a encore un ou deux événements du style la valeur est nulle. Je crois aussi qu'il y a des événements pour gérer les booléens. Mais donc on est relativement limité en nombre d'événements. Donc imaginons que je veuille récupérer le prénom de l'utilisateur. Comment je vais faire? C'est simple. On va récupérer une instance du parseur. On va lui passer la représentation de JSON. Et ensuite ce parseur va nous envoyer des événements. Le premier événement qu'on va récupérer, démarrage d'un object, donc start object, key name, ensuite le value string, donc on est sur cette clé-là, et à ce moment-là, on peut demander au parseur de nous renvoyer la valeur. Donc on voit que c'est une API de bas niveau, très simple à utiliser, mais ça veut dire aussi que toute la logique de parsing devra plutôt être implémentée à ce niveau-ci. Donc, inversement, si je veux faire le contraire, je veux créer cet objet-ci JSON à partir de code Java, comment je vais faire? Encore une fois, c'est très simple. On va utiliser ce qu'on appelle un JSON Generator. Donc, je dois récupérer une instance de ce JSON Generator. Et ensuite, j'utilise une builder pattern pour décrire mon objet. Donc, dans ce cas-ci, j'invoque la méthode beginArray pour spécifier que je veux une array. Je décris le premier objet. Je le termine, je décris le second objet, je termine l'array, et je ferme le tout, et je reçois en échange la représentation JSON. Donc je reçois cet objet-ci en retour. Autre API qui a été introduite dans Java i7, elle est très importante, c'est JSR 356, donc le support des WebSockets. Les WebSockets sont utilisés pour en gros rajouter l'interactivité sur le web. L'avantage des WebSockets, c'est que d'abord c'est du full duplex. Donc quand on a une connexion WebSocket, on a évidemment un client, un serveur. Les deux peuvent parler en même temps. L'un ne doit pas attendre que l'autre a fini pour communiquer.
Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'on a enfin un modèle qui nous permet de pousser de l'information du serveur vers le client sans utiliser des trucs et des bricolages, des connexions HTTP avec du long pooling, ce genre de choses-là. On a un modèle qui est standardisé maintenant. Donc JSR 356 standardise la façon dont on va programmer des WebSockets en Java. L'API est divisée en deux. On a la partie client et la partie serveur. Donc les WebSockets en soi sont un standard, standardisé au sein de l'IETF, donc l'Internet Engineering Task Force. Donc on a un standard. Et ce qui est intéressant aussi avec les WebSockets, c'est que le W3C a standardisé l'API en JavaScript qui permet d'utiliser des WebSockets. Et cette API fait partie du standard HTML5. Ce qui veut dire que si on prend un browser HTML5, par défaut, on a une API standardisée de JavaScript qui permet de faire du WebSocket. L'API, les concepts, c'est très simple en fait. On a des endpoints, donc on a un endpoint et on a un endpoint distant. Entre les deux, on va avoir une session qui représente une conversation entre les deux endpoints et on va s'échanger des événements. Alors, un exemple. Ici, j'ai un bin, un Pojo Hello Bin que je veux transformer en WebSocket, en serveur endpoint. Donc, c'est vraiment le back-end sur le serveur. Pour ça, j'utilise simplement la notation @server_endpoint et je spécifie l'URL sur laquelle il sera accessible, sur laquelle il sera exposé. Et ensuite, ce que je dois faire, je dois simplement décrire en utilisant des annotations quelles méthodes doivent être invoquées pour répondre aux événements qui vont être générés. Dans ce cas-ci, je veux juste traiter l'événement lorsqu'un message arrive. Donc j'utilise la notation onMessage. Et ce sera ma méthode sayHello qui va être invoquée à ce moment-là. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, elle reçoit un string, elle renvoie à l'endpoint distant hello plus le string. Donc on voit que c'est une API qui est quand même très simple à utiliser aussi. Donc on a des annotations @server_endpoint, @client_endpoint qui sont utilisées pour transformer un Pojo en un endpoint WebSocket, et on a un ensemble de méthodes d'annotations qui vont être utilisées pour décorer des méthodes pour réagir à différents types d'événements. Donc les événements, c'est lorsqu'on a un message, lorsque la connexion est ouverte, lorsque la connexion est fermée, ou lorsque la connexion, on a un problème sur la connexion, donc lorsque ça drop. Dans le premier exemple, on a vu qu'en fait, ma méthode recevait un string et renvoyait un string. Une des choses intéressantes avec cette API, c'est qu'on peut avoir la notion, on peut attacher des encodeurs et des décodeurs pour travailler avec des payloads propres. Enfin, propres dans le sens custom. Donc dans ce cas-ci, en définissant mon endpoint, qu'est-ce que je fais? Je rajoute, en fait, je spécifie une classe qui doit être utilisée pour décoder et encoder le payload. Et ma classe, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit implémenter 3 méthodes. Décode qui sera invoqué pour décoder le payload, donc transformer le payload. Encode pour faire l'opposé, donc avant d'envoyer, je veux encoder mon payload pour l'endpoint distant. Et enfin, willDecode pour confirmer que je suis capable de comprendre ce payload custom. Donc dans ce cas-ci, on travaille avec du texte, mais les WebSockets ne sont pas limités, bien sûr, à juste du texte. On peut aussi travailler avec des payloads binaires. Et on va appliquer exactement la même méthode. La seule chose qui changera, c'est le décodeur et l'encodeur devront savoir comment convertir, entre guillemets, le payload binaire en quelque chose d'utilisable. Un exemple très simplifié d'une application de chat. Donc je vais dire c'est un exemple de bout en bout. On a vu donc la notation @server_endpoint, donc pour spécifier que ce Pojo doit être exposé en un endpoint WebSocket sur le serveur. Ensuite, les événements sur lesquels on veut réagir. Le premier onOpen, donc dès qu'il y a une nouvelle connexion qui arrive, une nouvelle connexion entrante, qu'est-ce qu'on fait? On prend le endpoint distant et on le rajoute à une liste. Inversement, lorsqu'on a une connexion qui se termine, qu'est-ce qu'on fait? On prend le endpoint distant qui vient de se déconnecter et on l'enlève de la liste. Et enfin, le dernier événement sur lequel on veut interagir, onMessage. Donc lorsqu'on reçoit un message, on va prendre tous les endpoints connectés et on va leur renvoyer ce message-là. Donc ça vous donne une idée comment on peut facilement écrire une application en utilisant cette API WebSocket.
Maintenant, il y a quand même quelque chose à faire en plus de ça, c'est qu'ici, en gros, on décrit un endpoint, mais on doit écrire quand même un peu de code pour bootstrapper le tout. Donc ici, pour la partie client, c'est simple. On a besoin d'un WebSocket container, une instance, et on va lui spécifier ici Hello Client Class qui correspond à notre POJO qui décrit le endpoint WebSocket. Et enfin, on spécifie sur quelle URL ce client WebSocket doit se connecter. Et on a une approche relativement similaire pour le serveur. Donc pour exposer un endpoint, pour dire à notre web container qu'il doit prendre ce endpoint et l'exposer, donc le publier en fait sur ce même serveur. Jusqu'à maintenant, j'avais montré des exemples en utilisant les annotations, mais on peut aussi programmer l'API uniquement de manière plus traditionnelle, donc sans annotation, en implémentant une interface et en implémentant les méthodes appropriées. Donc, ceci était un bref aperçu de l'API WebSocket. Il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, je n'ai pas abordé la problématique de sécurité. Mais évidemment, la spécification prévoit ça. Donc on peut avoir de l'authentification, on peut faire le transport WebSocket sur du TLS. À ce moment-là, on ne travaille plus en WS, mais en WSS. Il y a un peu comme dans JAX-RS la notion de template pour jouer avec les paramètres qui sont passés dans l'URL, ce genre de choses-là. Donc c'est une API qui est très riche. Et à terme, donc API client et serveur, à terme, l'API client devrait probablement arriver aussi dans Java ici. Autre grosse nouveauté de Java i7, le JSR 352. Je vais dire le nom officiel une fois et une seule fois, Batch Application for the Java Platform. On l'appelle plus communément la Batch API. Ce JSR est drivé par IBM, donc c'est IBM qui est le spec lead de ce JSR. Et si on regarde en fait sur le marché, on constate qu'il y a énormément de gens qui font du batch. Donc par programmation batch, on entend vraiment traitement par lot, non interactive, offline, ce genre de choses-là. Et pour faire ce genre de choses, actuellement, on a plusieurs choix. On utilise par exemple des solutions ou des frameworks comme Spring Batch. On développe ses propres solutions en interne ou alors on utilise des produits commerciaux disponibles sur le marché. Donc l'idée, il est peut-être en fait temps maintenant de commencer à standardiser ce qu'on fait dans ce domaine-là parce qu'il y a énormément de gens qui en font, ça va un petit peu dans toutes les directions. Donc c'est pour ça que ce JSR a été créé. Alors différents concepts de la Batch API. En gros, il y a trois éléments. Il y a d'abord les artefacts qui vont vraiment inclure la logique des batchs. Ensuite, on va utiliser un langage spécifique basé sur XML, le JSL, le Job Specific Language. Donc on va utiliser ce langage-là pour assembler les différents artefacts pour créer vraiment un job. Et enfin, il y a toute la partie runtime. Donc il y a le container qui va exécuter les jobs. Il y a un repository pour stocker les différents artefacts. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un job operator. Un job operator, il faut faire attention, c'est pas un rôle bien spécifique en fait. Un job operator, c'est vraiment une partie de l'infrastructure de runtime qui nous permet de contrôler le cycle de vie des différents types de jobs. Donc démarrer un job, interrompre un job, faire une pause d'un job, redémarrer un job, interroger un job pour voir son statut, ce genre de choses-là. Ça, c'est le but du job operator. Alors, concernant les artefacts, on a cette notion de steps. Les steps dans les batchs sont vraiment l'unité d'exécution de base d'un batch. Il existe différents types de steps, les chunks, les batchlets. Ne me demandez pas de traduire ça en français, à mon avis c'est intraduisible. Donc l'idée c'est qu'on va en fait définir différents types de steps. Ces steps pourront être interliés entre eux. Par exemple, le premier step, je lis un fichier. Le deuxième step, je fais le traitement de fichier. Le troisième step, j'écris quelque chose au bon endroit. En utilisant le JSL, donc ce langage XML, on va être capable de faire ça et on va aussi être capable d'introduire une logique entre ces steps. Pourquoi ? Parce que par exemple, ça n'a aucun sens d'exécuter le step 2 ou le step 3 si le premier step a échoué. Donc on va pouvoir
définir cette logique en utilisant JSL. Donc deux types de steps, les chunks qui sont vraiment orientés record, donc c'est du traitement, on lit quelque chose, on fait un traitement, on écrit quelque chose. On a ici la possibilité de faire du checkpoint. Pourquoi? Parce que si on a un batch qui dure 10 heures, si au bout de la 9e heure on a eu un problème, on veut être capable de redémarrer là où le problème est survenu sans devoir se retaper les 9 heures précédentes. À côté de ça, on a les batchlets, où là c'est vraiment un traitement, c'est vraiment une tâche à faire. Par exemple, par tâche, c'est faire un calcul compliqué, c'est transférer un fichier, ce genre de choses-là. Et ici, clairement, la notion d'interruption n'a pas beaucoup de sens. On ne va pas interrompre un calcul, pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens. Donc les deux types de steps qui peuvent être utilisés dans les batchs, chunks et batchlets, on va les assembler afin de créer des jobs en utilisant ce langage XML qui fait partie de la spécification. Et si on a bien fait notre boulot, en fait, l'idée est à terme, c'est que tous ces différents steps devraient être réutilisables et on devrait facilement pouvoir recréer des jobs en récupérant et en réassemblant ces différents steps ensemble. Un petit exemple de JSL, donc ça ressemble à ça. Donc on définit ici deux steps. Le premier c'est un chunk et le deuxième c'est un batchlet. On peut spécifier donc le flow, donc que faire en cas d'erreur par exemple. En cas de succès, on passe de tel step à tel step, ce genre de choses-là. Alors comment ça se passe? En gros, donc, on définit notre job en XML et ensuite on va bien sûr devoir l'implémenter en utilisant du code Java. Donc mon premier chunk, j'ai un reader qui devrait implémenter cette interface et ensuite j'écris le code, etc. Pour l'item processor, même chose. Et enfin, l'item writer, même chose. Donc ici, l'exemple, c'est je lis un compte en utilisant JPA. Ensuite, je fais le calcul approprié et enfin, j'envoie le résultat par Java Mail. Autre exemple avec batchlet, c'est exactement la même chose. On définit ici un step qui est une batchlet, myFileTransfer, et ensuite on devra l'implémenter avec du code Java. On a bien évidemment à notre disposition un ensemble d'interfaces qui nous permettent d'interagir avec l'environnement d'exécution. Donc récupérer des événements qui se passent, ce genre de choses-là, tout ça est possible dans l'API Batch. Et ce qu'on doit faire aussi, c'est bien sûr, on doit démarrer le tout. Pour ça, on va utiliser le job operator. Ici, j'ai pris l'exemple le plus simple. Je récupère une instance d'un job operator et je démarre mon job. Et par défaut, comme je n'ai rien spécifié, mon job sera récupéré dans ce fichier batch.xml qui décrit mon job à exécuter. L'API Batch gère aussi tout ce qui est concurrence. Donc, on a un gros job, on va le partitionner pour pouvoir l'exécuter en parallèle. Ce genre de choses-là est adressé dans l'API directement et peut être configuré en utilisant le JSL. Donc, on a vu le WebSocket, JSON, l'API Batch. La dernière grosse API qui est ajoutée à la plateforme, c'est Concurrency and Utilities pour Java EE, JSR 236. Donc l'idée, c'est qu'actuellement, si on doit écrire du code asynchrone en Java EE ou du code qui doit s'exécuter de manière concurrente, il y a certaines limitations. Pourquoi? Parce que Java EE, on est dans un environnement qui est complètement managé pour nous. Donc l'application server nous offre un ensemble de services et en échange, on a certaines contraintes. Contraintes, par exemple, on ne peut pas démarrer des threads en Java EE. Si on le fait, si ça passe, on peut s'attendre à ce que ça casse très vite. Pourquoi? Parce que les nouvelles threads qui sont démarrées, donc le code qui s'exécute dans l'application server a accès à tout le contexte qui est géré par Java EE, mais les threads qui sont démarrés, l'application server n'a aucune visibilité là-dessus. Il n'y a aucun contexte qui est attaché à ces threads. Donc si on doit écrire du code concurrent ou faire de l'asynchrone, on trouve des astuces en fait. Typiquement, on utilise par exemple JMS. On va envoyer un message sur une queue JMS qui sera récupérée pour démarrer X jobs en parallèle. Les résultats seront envoyés de manière asynchrone via JMS et on les récupérera dans notre application. Avec
le JSR 236, on peut maintenant écrire du code concurrent dans Java EE. C'est basé sur le package Java Util Concurrent qui est disponible dans Java EE 5, donc c'était le JSR 166 je crois. Et l'idée c'est qu'en fait on va récupérer ce package-là et on va avoir une version managée par l'application server. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui vous êtes à même d'écrire du code concurrent en Java ici en utilisant ce package-là, vous allez appliquer exactement les mêmes notions pour le faire à partir de code Java EE, chose qui était impossible jusqu'à maintenant. Donc, comment ça se passe? C'est comme en fait en Java ici. On a ce qu'on appelle un executor services, sauf qu'ici, c'est un manage executor services. Et nous, développeurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord récupérer une référence sur ce executor services. On va écrire des tâches qui vont correspondre au code qui doit être exécuté en parallèle ou qui doit être exécuté de manière asynchrone. Donc on écrit les tâches. On va soumettre à l'executor services ces différentes tâches. C'est lui qui aura le sale boulot de dispatcher ces tâches sur les différentes threads, sur les différents corps qui sont disponibles dans la machine. Nous, le développeur, on s'en nettoie les mains. Et la dernière chose qu'on devra faire, il reste deux choses en fait. La dernière chose qu'on doit faire, c'est récupérer éventuellement les résultats des tâches, ça a du sens. Et ce qu'on pourra peut-être faire aussi, c'est configurer un peu fine-tuner l'executor services. Donc comment ça se passe? Donc dans ce cas-ci, j'écris une tâche très simple. Ici, on est vraiment dans du code Java ici, concurrent, pur et dur. Donc j'implémente l'interface runnable et j'implémente la méthode run. Et c'est vraiment ici que je vais avoir mon code qui doit, la logique en fait qui doit être exécutée de manière asynchrone. Bon, ici clairement, je ne fais rien d'intéressant de manière asynchrone, mais c'est juste pour illustrer. Donc j'ai ma tâche qui est définie. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la soumettre en exécution. Donc pour ça, j'ai besoin d'un executor services. Je le récupère et ensuite je lui soumets ma tâche en utilisant la méthode submit. Oui, là, il y a juste que la référence n'est pas bonne sur ma tâche. Et donc, j'invoque via submit je soumets ma tâche, à l'executor services. Lui, en retour, me renvoie un objet futur que je pourrais utiliser plus tard pour tester l'état d'avancement de ma tâche. Ou éventuellement, si ma tâche retourne du résultat, je pourrais utiliser cet objet-là pour récupérer le résultat. Évidemment, on n'est pas limité à une seule tâche. Donc ici, on implémente, au lieu d'implémenter runnable, on implémente callable. Donc clairement, ces tâches-là vont retourner un résultat. Donc je définis mes différentes tâches, myTask, myTask2. Elles vont retourner un résultat, un long, un account. Je les ajoute à une liste et je soumets le tout pour l'exécution à mon executor services. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il me renvoie? Une liste de futurs objects que je vais utiliser pour vérifier l'état d'exécution des différentes tâches, mais aussi récupérer les résultats des différentes tâches. Donc, ce qu'on devra éventuellement faire, c'est configurer les différents executeurs services qui sont disponibles. Et là, la spécification ne spécifie pas quels sont les comment un executeur services peut être configuré. C'est laissé au libre choix de l'implémenteur. Et ici, voici quelques exemples de notre implémentation. Bon, par exemple, le run location. Donc, est-ce qu'on veut que les tâches soient exécutées en local ou est-ce qu'elles peuvent être exécutées de manière distribuée? Et donc, en travaillant un petit peu là-dessus, on arrivera à faire un fine-tuning de l'exécution des différentes tâches. Mais le sale boulot, entre guillemets, restera toujours l'exécuteur services. C'est vraiment lui qui va faire le sale boulot de scheduler les différentes tâches sur différents corps, synchroniser le tout. Tout ça, on ne doit plus assurer nous-mêmes. Et donc ici, on parle vraiment, donc si on reprend l'exemple précédent, ce serait typiquement du code qui serait invoqué à partir d'un composant Java EE, par exemple une servlette. Encore une fois, c'était quelque chose qui n'était pas possible avant. Un autre executor services qui est disponible aussi, c'est le Manage Schedule Executor Services. Donc il est aussi disponible en Java ici. La seule différence par rapport au précédent, c'est que ce logiciel a une notion temporelle. Donc on peut ajouter des
des timings. Donc typiquement, si je reprends l'exemple suivant, ici c'est la même chose, je définis une tâche, je la soumets à l'exécution. La seule différence, c'est qu'ici je dis c'est que je veux que cette tâche-là, soit exécutée dans ce cas-ci dans 5 secondes. Donc ça permet de travailler la notion de temps en plus. Je prends les questions à la fin si vous voulez. Et enfin, on a aussi la possibilité de directement travailler avec les threads si on veut. Donc les exécuteurs services nous donnent une abstraction sur ça, mais si on veut travailler de plus bas niveau, on a aussi la possibilité maintenant de faire ça directement à partir de Java EE. Donc les 4 API qui ont été ajoutés à Java EE, WebSocket, Batch, Concurrency et JSON. Maintenant, je vais brièvement parler de quelques API existantes qui ont subi des changements dans la version 7 de Java EE. La première, JAX-RS2, donc JSR 339, où on a notamment introduit une API client, on a introduit des filtres, des intercepteurs sur les entités, traitement asynchrone, etc. Donc, si on regarde JAX-RS 1, en fait, on avait une API qui était très simple à utiliser pour écrire des services RESTful. Pour ça, on utilisait des annotations, on avait un code très propre. Le problème était vraiment sur la partie client. On était amené à écrire ce genre de code, qui est du code quand même très bas niveau et très old school. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je définis une string et je construis en gros manuellement l'URL du service REST que je veux invoquer. Ensuite, comme je veux invoquer ça, j'ai besoin de créer une URL, une connexion HTTP, je configure ma connexion, j'ai une input stream, je transforme en buffer reader, ensuite je récupère tout ça, je dois parser le tout. Donc c'est très lourd et clairement ça ne correspond pas à ce qu'on a de l'autre côté sur le serveur. Donc différentes implémentations JAX-RS ont écrit leur propre API client pour éviter d'aller vers ce modèle-là. Dans JAX-RS2, on standardise aussi l'API client de JAX-RS. À quoi ça ressemble? Voici un exemple. Donc, on a besoin d'une instance client, première ligne. Donc, on la récupère via une méthode factory, une classe factory, pardon. Ensuite, on construit de manière très fluente notre requête. Et ça correspond. Enfin, cette approche-là correspond exactement à ce qu'on fait du côté serveur. Donc on peut travailler avec des templates, on peut travailler facilement avec les paramètres, etc., etc. Donc on a enfin dans JAX-RS une API standard qui nous permet de facilement consommer les services REST que l'on développe. On a des intercepteurs. Ici, dans ce cadre-ci, on veut zipper. Donc on peut travailler on peut modifier les requêtes en cours de traitement. Autre notion qui a été introduite dans JAX-RS2 aussi, c'est toute la notion d'invocation asynchrone, tant sur le client que sur le serveur. Ici, c'est un exemple d'invocation asynchrone sur le client. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc bien sûr, on utilise l'API client que j'ai décrit juste avant. Qu'est-ce qu'on va faire en plus? On va spécifier que c'est une invocation asynchrone. Et on va spécifier des callbacks. Donc ici on a 2 callbacks, une qui sera invoquée completed lorsque l'invocation est terminée, et enfin une autre qui sera invoquée en cas d'erreur. Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour? On reçoit encore une fois un objet futur qui nous permet de tester le status, mais aussi de récupérer le résultat plus tard. Ceci est pour la partie client, mais ceci est également possible pour la partie serveur. Donc on peut faire de l'asynchrone sur le serveur aussi, bien sûr. Server-side content negotiation. Donc l'idée ici, elle est très simple, c'est que donc un service REST peut dire ok, moi je peux produire de l'XML et du JSON. Maintenant, on introduit la notion de poids. Par défaut, il est de 1. Donc ici, ce service-ci dit qu'il préfère faire du JSON plutôt que de l'XML, parce que JSON a un poids de 1. Par contre, XML a un poids de 0,75, etc. Donc il y a pas mal de changements au niveau JAX-RS2. Autre API qui a vraiment subi des changements importants, JMS2. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, JMS est une API largement utilisée dans le monde Java EE. L'API JMS date de 2001-2002, donc c'est une API qui a 11-12 ans. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que elle a
comme elle est largement utilisée, ça veut dire que bon, elle a été relativement bien conçue à la base, mais ça veut dire aussi que cette API n'a pas évolué depuis. Elle n'utilise pas les technologies, les fonctionnalités qui ont été introduites dans Java ici et dans Java EE depuis ce temps-là. Donc on veut simplifier ça. Exemple, pour envoyer un string en JMS1. C'est peut-être pas très lisible, mais c'est le code qui est nécessaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne en rouge, c'est vraiment là où tout se passe. Mais on est obligé d'écrire tout ça. Donc si on regarde, on a besoin d'une session, on a besoin d'un message producer, on doit convertir notre payload, donc on doit créer des objets intermédiaires. Si on regarde la méthode ConnectionCreateSession, les paramètres ne sont pas cohérents parce qu'en gros ici on dit qu'on ne veut pas de transaction, mais de toute façon si on met ce code-là dans un EJB, ce paramètre-là sera ignoré parce que c'est le container EJB qui va gérer les transactions. Donc le paramètre est inutile, mais on doit le préciser. Donc on est amené à écrire beaucoup de code. Les ressources étant chères, on ouvre une connexion, on doit refermer notre connexion. Et enfin, tout ce code-là est amené, potentiellement pourrait jeter des exceptions, et ces exceptions sont checked, donc on doit les traiter, même si on ne sait rien faire avec. Et finalement, on a besoin de créer des ressources qui sont spécifiques à notre app serveur. Donc, comment simplifier ça? Tout en gardant à l'esprit que, étant donné que JMS 1.1 est largement utilisé, on veut préserver la rétrocompatibilité. Si on regarde l'exemple de la méthode CreateSession, donc la méthode telle qu'elle existe, elle va continuer à exister avec ses paramètres qui ne sont pas tellement cohérents, mais on se doit de la garder. Pour Java ici, on la simplifie, on précise juste le mode de session qu'on veut. Et enfin, pour Java EE, on a une méthode sans argument. Donc ça simplifie l'écriture du code, ça donne un code beaucoup plus propre. Autre changement qu'on peut apporter, on est en Java EE 7. Java EE 7 demande Java EE 7, donc on peut utiliser des fonctionnalités de Java EE 7. Ici, ce qu'on va faire, on va utiliser l'interface autoclosable afin de fermer automatiquement les ressources pour nous. Donc tous ces objets-là implémentent cette interface autoclosable. Donc si on regarde ça dans le code, on définit notre connexion, notre session, notre message producer entre parenthèses juste avant le try block. Donc ce qui veut dire qu'une fois que l'exécution de ce bloc-ci sera terminée, automatiquement ces ressources seront fermées pour nous. On ne devra pas s'en préoccuper. Autre manière d'améliorer les choses, c'est l'introduction d'un nouvel objet. Donc si vous vous souvenez bien, sur le premier slide, j'étais amené à créer différents objets intermédiaires, notamment une connexion et une session. On a maintenant un objet qui s'appelle JMXContext qui gère cela pour nous. Donc on ne va créer qu'un seul objet. Cet objet-là, on va bien sûr le créer encore une fois dans le try block, comme ça tout est fermé proprement pour nous. Et enfin, autre changement aussi, le payload, donc dans ce cas-ci, c'est un string, on ne doit plus le convertir en text message comme on devait faire avant. On peut directement envoyer un string sur une queue JMS, ce qui a du sens, mais il a fallu attendre quelques années pour pouvoir le faire. Évidemment, on bénéficie de l'autoclosable interface. Dernier changement, c'est que toutes les exceptions qui pourraient être levées sont unchecked. Donc on n'est pas forcé de les traiter. Évidemment, il faut savoir ce qu'on fait. Mais ça nous donne un code qui est beaucoup plus propre et lisible. Ce qu'on peut faire aussi, on peut aller plus loin. L'objet JMXContext, on peut l'injecter. Donc, en fait, si on regarde, on est passé donc du premier slide où on avait 12, 13 lignes de code à 1 ou 2 lignes de code pour faire exactement la même chose. Donc on a un code qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Autre exemple d'amélioration, Beans Validation 1.1, JSR 349. On peut faire de la validation sur les paramètres et sur les retours de méthode. Donc ici, on a une méthode placeOrder. On veut que le nom de produit ne soit pas nul et on veut que la quantité commandée soit entre 1 et 10. Et enfin, on veut aussi valider le client contre un validateur que l'on aura écrit. Autre exemple, on a une méthode qui nous retourne un rendez-vous. On veut que la valeur du rendez-vous retourné soit dans le futur, ce qui a du sens. Donc on fait une validation sur le retour de la méthode.
Emmanuel Bernard donne une session sur Beans Validation 1.1 demain après-midi. Vérifiez le timing parce que ça fluctue, mais c'est demain après-midi. JSF 2.2 apporte aussi son lot d'améliorations, donc Java Server Faces, notamment le concept de face flow qui permet de définir un ensemble de vues, donc un ensemble de vues qui sont liées. Un flow aura toujours une entrée et une sortie, et une fois qu'on a un flow, on peut facilement le réutiliser au sein de notre application. Autre amélioration apportée à la plateforme, Servlet 3.1, JPA 2.1, etc., etc. Donc il y a énormément de choses, je ne peux pas aller en détail aujourd'hui. Juste une chose, EGB 3.2, David Blevins fait une session demain après-midi, en fin d'après-midi, je crois, sur EGB 3.2. Un mot concernant le right sizing. Donc c'est un effort qui avait été démarré en Java EE6. Donc en Java EE6, on a introduit la notion de profil afin de définir une version de un sous-ensemble de la plateforme tout en préservant le standard. Donc on avait le web profil et la plateforme Java EE complète. On a toujours ça en Java EE 7. La seule chose, c'est qu'évidemment, on a rajouté support WebSocket et JSON-P dans le web profile parce qu'on parle d'application web. Et on a aussi maintenant dans le web profile JAX-RS. Avant, JAX-RS faisait uniquement partie de la plateforme complète. Enfin, dans Java EE7, on a aussi marqué certaines technologies optionnelles. Donc des technologies que plus personne n'utilise, on n'est plus, en tant qu'implémenteur, obligé de les implémenter. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'un ensemble de spécifications, mais nous, développeurs, ce qu'on utilise, c'est une implémentation. La première implémentation qui sera disponible, c'est Glassfish 4. Glassfish 4 est open source. Elle est basée sur l'implémentation de référence Java EE. Donc la spécification devrait être finalisée vers fin avril, quelque chose comme ça. Ça devrait être voté au sein du GCP et quelques jours, semaines après, Glassfish 4 devrait être disponible en version finale. Maintenant, il ne faut pas attendre, fin avril, fin mai pour travailler avec Glassfish 4. On a fait un lab hier. Étant donné qu'on est en open source, tout est disponible à l'extérieur du firewall. Vous pouvez déjà aujourd'hui downloader des builds de Glassfish 4 et jouer avec JMS2, JAX-RS2, WebSocket, Batch API, etc. Je vais clôturer en mentionnant quelques ressources. Je vais me focaliser sur la dernière, Fish 4. Le CAT, c'est l'abréviation de Community Acceptance Test. Étant donné que d'ici à maintenant, à la fin de la finalisation de Glassfish 4, il nous reste quelques semaines, on invite la communauté à prendre Glassfish 4, l'essayer, jouer avec et essayer de le casser afin de nous remonter du feedback qu'on a encore le temps d'incorporer. Donc on a encore le temps de fixer les éventuels bugs que vous trouverez dans Glassfish 4. Donc clairement, si vous avez l'opportunité, téléchargez Glassfish 4, jouez avec et n'hésitez pas à filer des bugs. On a vraiment besoin de ce feedback-là. Donc voilà, il nous reste quelques minutes pour des questions. Il y a un micro, ou alors je vais répéter le micro arrive. Ici, il y avait une question, je crois, devant. Mais en fait, c'est par rapport au Managed Service Executor. Oui. Quel est leur comportement en cluster? Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit que ça marche sur l'un des nœuds? Ça dépend de l'implémentation. Par exemple, notre implémentation, on voit que les tâches peuvent être distribuées. Donc, elles peuvent fonctionner au sein d'un cluster. Maintenant, ça ne garantit pas la disponibilité, enfin la haute disponibilité. Là, on retombe vraiment sur la fonction. Là, on sort de la spécification de Java EE et on retombe sur l'implémentation propre, sur ce qui est disponible dans l'implémentation. Et moi j'ai une question sur la partie batch. Oui. Pourquoi de l'XML? Pourquoi du déclaratif? Alors ça a l'air plutôt impératif comme type de procédure en général. L'idée de l'XML, c'est d'avoir une sorte de langage de script qui permette facilement d'écrire et réécrire nos batchs. Donc on a les steps qui sont écrits en Java et ensuite on va prendre ce langage JSL afin de composer et créer nos batchs. XML a été choisi. Bon, il faut savoir aussi que le monde du batch en général est un monde assez, je vais peser mes mots, mais un monde qui a tout un historique. Et donc XML est peut-être plus approprié pour ce genre d'utilisation. Je crois que si on serait venu avec
un langage différent pour composer les batchs, ça aurait peut-être été difficile à justifier. Et du coup, pourquoi avoir pas fait l'implémentation avec, avec la notation en même temps que le XML? Pourquoi faire uniquement le XML alors que les autres GSR proposent Oui. dans leur ensemble... C'est quelque chose, bon, sans présager du futur, c'est quelque chose qui devrait arriver. Si on regarde, il y a certaines spécifications de Java EE qui n'ont pas encore adopté tout ce qui est disponible dans la plateforme Java EE. Donc c'est quelque chose, si on suit la logique des choses, ça devrait arriver à terme. Juste une petite question, comment on lance les batchs et est-ce que les conteneurs ont un mécanisme d'ordonnanceur pour gérer... Donc, oui, donc les batchs, on a donc le job operator qui est en gros une API qui nous permet de lancer les batchs. Ce qui ne fait clairement pas partie de l'API batch, c'est tout ce qui est scheduling des batchs. Donc planification des batchs, là on doit retomber sur ce qui est disponible dans Java EE. On a des timers dans Java EE qui permettraient de faire ce genre de choses-là. Ok, faut utiliser, ouais, ok. J'ai une question par rapport à la GSR sur JSON. Vous avez dit qu'il allait y avoir une révision pour le binding. Oui. La future révision, ça sera avec Java EE 8 ou ça sera une révision Je ne sais pas, je ne sais même, enfin, je ne sais pas. Il y a deux cas de figure en fait. Soit le GSR pour JSON va être augmenté pour supporter le binding, ou soit il y aura un nouveau GSR pour uniquement faire du binding. Là, j'ai vraiment aucune idée. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce GSR arrive avant Java EE 8, à mon avis, rien n'empêchera de l'utiliser sur Java EE 7. Les seules contraintes qu'on a vraiment, c'est au niveau de Java SE. Donc en Java EE 7, on doit travailler sur Java SE 7. Java SE 6 ne marchera plus, Java SE 6 n'est plus supporté. Donc à partir du moment où le binding API, qui de toute façon sera basé sur JSONP, donc l'API de processing, à partir du moment où ce binding-là existera, on pourra l'utiliser directement. Maintenant, on n'a pas dans le standard la possibilité de faire du binding, mais il existe des solutions intermédiaires. La seule chose, c'est qu'elles ne sont pas standardisées pour l'instant. Donc, okay. Oui. Par rapport au cache, en fait, l'aspect que Gcache, oui. Il ne sera pas inclus dans non. le DEC. Donc, il y a quelques mois, on pensait que le GSR 107, donc pour brièvement, donc GSR 107 est un standard qui permet d'intégrer en Java EE des caches. Donc, il faut voir par cache, on entend des caches distribuées, donc type cohérence, EH-cache, ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu l'équivalent aux caches distribuées, ce que JDBC est au database. Donc, on a une interface standard pour parler à une database avec JDBC. On aurait la même chose avec Gcache pour parler à une cache. Non, le standard n'était pas prêt à temps, donc il ne fera pas partie de Java EE 7. Ceci étant dit, c'est la même chose. Gcache peut tourner sur Java EE 6 et Java EE 7, bien sûr, et Java EE 6 et Java EE 7, bien sûr. Donc, lorsque Gcache sera disponible, rien n'empêche d'utiliser Gcache sur Java EE 7. Techniquement, il y a aucune limite. Enfin, ça doit fonctionner. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au thread. Oui. Et savoir s'il n'y a pas des problématiques par rapport à la gestion de threads différents et de class loading en particulier. Parce que nous, on a essayé déjà de faire un peu le même genre de choses en détournant un peu les work managers de Javax Resource. Et on s'aperçoit qu'avec pas mal d'API, ça ne marche pas en fait. Parce qu'il y a des API qui utilisent le système class loader du thread et qui ne fonctionnent pas en passant par un autre thread finalement. Donc c'était pour savoir s'il y avait des choses qui étaient prévues dans JE7 pour ça. Oui. Maintenant, vous détaillez exactement ce qui est prévu. J'avouerai que je n'ai pas encore regardé à ce niveau de détail-là. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce GSR-là, donc, en gros, ce que ce GSR-là permet de faire, c'est si on a une nouvelle thread, la nouvelle thread a accès au contexte
de l'application server. Maintenant, ça veut dire aussi que ça peut avoir un impact en termes de performance. Donc, on a la possibilité de soit de propager le contexte ou pas. Mais les problèmes de class loading, c'est quelque chose que je n'ai pas encore regardé. Il faut savoir que ces spécifications ne sont pas encore tout à fait terminées, elles sont juste en train de sécher. Donc, il y a encore un petit peu de choses à faire de notre côté. Oui, bonjour. Pourquoi ne pas bootstrapper automatiquement le conteneur des WebSockets, comme c'est fait pour le conteneur CDI, par exemple, avec la présence d'un fichier de conf dans le ClassPass? Bonne question. Time's up.